Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui, vidéo spéciale de la fin d'année. C'est le top de l'année 2024. Cette année, j'ai eu tellement de récits marquants que, au lieu d'un top 10, ce sera un top 20. Donc j'ai pas pu faire autrement, j'ai eu tellement de choses sympas à lire. J'ai trouvé que c'était une très belle année au niveau des sorties comics. On a été gâtés pour ma part. Moi je trouve que c'est une année assez riche, que ce soit dans le genre super-héroïque ou des récits un peu plus indépendants. C'était vraiment génial. Et voilà, donc les conditions pour être dans le top, c'est pour les récits complets d'être sortis durant l'année 2024. Il n'y a pas de réédition, donc c'est des récits inédits. Et pour les séries, c'est soit les séries en cours durant l'année 2024, soit terminées ou débutées. Donc là, c'est un peu plus large. Et sans plus attendre, je vais vous présenter le 20e de mon top, qui est Twig de Scotty Young au scénario, Kyle Strahm au dessin et Jean-François Beaulieu à la colorisation. Donc Twig, c'est un récit plutôt porté jeunesse qui est sorti dans cette collection Urban Blast chez Urban Comics. Et j'ai adoré cette histoire, tout d'abord par ce personnage qui est un changelin, qui s'appelle Twig, et qui a une mission, c'est de récupérer un objet très important et l'emmener dans un endroit pour le mettre en place. Donc c'est son rôle depuis la nuit des temps pour les changelins. De génération en génération, ses parents, son père, son grand-père, son arrière-grand-père ont toujours fait ça. Donc on va suivre Twig dans ses aventures avec cet objet pour le mettre à sa place. Donc il va rencontrer beaucoup de gens qui vont être ses compagnons de route et également des ennemis durant sa route qui vont l'empêcher d'aller à son objectif. Donc c'est vraiment très frais, très sympa, c'est idéal pour les enfants, mais également pour les grands, j'ai trouvé. La colorisation de Jean-François Beaulieu est assez sublime, et puis le dessin de Kyle Strahan, j'ai beaucoup aimé. Vraiment une histoire top, sans prise de tête, un pur divertissement, et un récit qui fait beaucoup de bien, avec un peu de profondeur également, beaucoup de réflexion. Des fois c'est un peu dur sur certains moments, mais c'est franchement très agréable. Et donc 20e de mon top, Twig, chez Urban Comics. Ensuite, on va passer au 19e, c'est 8 Billion Jennies de Charles Soule au scénario et Ryan Brown au dessin. Donc ça, c'est une histoire un petit peu fantasque. On va avoir donc dans notre réalité un événement qui va faire que chaque personne sur Terre va avoir le droit à un génie et il va pouvoir réaliser un vœu, celui qu'il souhaite. Et on va voir que tout va pas se passer comme il le faudrait. Donc le voilà, les petits génies sont représentés comme ça. Et puis chacun va faire son vœu. Certains vont faire des vœux très égoïstes, très individualistes. On va avoir des vœux vraiment qui sortent de l'imaginaire, des choses assez folles. Et également des personnes qui vont être un peu plus réfléchies et qui vont penser sur le temps long et pas sur le plaisir immédiat. Et c'est très intéressant, on va suivre plusieurs personnages. Alors tout d'abord dans un bar où on va suivre les différents personnages de ce bar qui ensuite vont se séparer et on va voir les différentes visions des uns et des autres sur cette bénédiction ou malédiction. Ça, on le voit dans l'histoire, comment ça se déroule. C'est vraiment une idée très originale et puis c'est super bien mis en scène par Charles Soule et Ryan Brown. Le dessin, c'est plutôt efficace. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire qui est assez rafraîchissante, qui est assez cool, mais qui apporte également pas mal de réflexions sur l'humanité. Qu'est-ce qu'on ferait comment ça se passerait si on avait chacun la possibilité de faire un vœu et comment la Terre deviendrait. Et puis on voit que oui, tout le monde n'a pas des envies positives et collectives. Et l'individualiste prime souvent dans cette histoire. Mais c'est hyper riche, hyper intéressant, et moi j'ai beaucoup aimé, donc il est 19e de mon top, donc chez Panini Comics, 8 Billion Jennies. Ensuite, on va passer à une série qui se trouve dans un soft cover, c'est dans le soft cover Ultimate Universe. Il y a plusieurs séries dedans, c'est l'univers Ultimate qui revient.
Il a déjà existé il y a à peu près une vingtaine d'années. Et là, c'est une nouvelle version. Et il y a une série que j'ai beaucoup aimée par-dessus les autres, c'est la série Ultimate Spider-Man. On voit donc cette couverture où on va voir un Spider-Man qui va être père de famille. Et ça, c'est vachement novateur parce on n'avait pas l'habitude de le voir sous ce prisme. Et donc, c'est un Peter Parker qui n'a jamais été piqué par une araignée et qui finalement, par des événements dans cet univers Ultimate, ben, va se voir donner la possibilité d'être Spider-Man et d'avoir ses pouvoirs. On va voir également un lore de Spider-Man un peu renouvelé. On va voir différents personnages comme l'oncle de Spider-Man, Ben, qui est normalement décédé, mais là qui est encore vivant et qui travaille donc dans le journal de Peter Parker. Donc c'est franchement très très cool comme début de série. Alors moi j'ai lu que les 2 premiers numéros, mais c'est très prometteur et ça me donne envie vraiment d'aller voir la suite. Ça fait longtemps que j'avais pas lu des récits sur Spider-Man qui m'accrochent autant. Et puis c'est dessiné de main de maître par Marco Checchetto, et puis c'est scénarisé par Jonathan Hickman, qui je trouve dans cette série sort un petit peu de ces récits très cérébrales, et là on est plutôt sur une histoire très humaine, et j'ai beaucoup apprécié ces 2 numéros, hâte de lire la suite, mais pour le coup il arrive déjà 18e de mon top 2024, et on verra sur 2025 si ça continue. Ensuite, je vais vous présenter le numéro 17 de mon top. C'est The Riddler, année 1 de Paul Dano au scénario et Stefan Subic au dessin. Donc ça, c'est une lecture du début d'année. Et c'est un prologue du film The Batman de Matt Reeves, que j'avais plutôt bien apprécié. J'avais trouvé le personnage du Riddler pas vraiment marquant dans ce film, et là, finalement, on va avoir toute l'histoire avant le film sur ce personnage, donc qui s'appelle Edward Nashton dans cette histoire, dans ce film, et qui est interprété par Paul Dano au cinéma. Et là, Paul Dano se trouve au scénario, et j'ai trouvé vraiment ce titre excellent. On rentre vraiment dans la psyché du Riddler. Paul Dano au scénario, j'ai été agréablement surpris. Souvent, quand un comédien se met aux comics, ou un artiste qui n'est pas dans l'industrie, on peut voir ça d'un œil assez négatif au départ, mais il s'en sort vraiment très bien. Stefan Subic au dessin, ça colle parfaitement à l'histoire. On rentre vraiment dans la folie du Riddler et finalement de son cheminement pour devenir The Riddler, parce que finalement c'est un homme assez taciturne au départ, assez discret, et qui tout doucement va se révéler. Et c'est une histoire assez forte, assez sombre, et qui en fait un prologue idéal au film The Batman, et on voit donc le Riddler sous un nouvel angle par la suite, si on revoit le film. Donc j'ai beaucoup apprécié The Riddler année 1, une histoire vraiment psychologique et assez sombre que j'ai adoré. Et qui arrive donc 17e de mon top, donc chez Urban Comics. Ensuite, je vais vous parler d'une série en cours qui s'appelle Phantom Road de Jeff Lemire et Gabriel Walta, qui arrive 16e de mon classement. Donc ça, c'est une histoire, j'ai lu les 2 premiers volumes, et c'est une histoire vraiment remplie de mystères, de fantastique. Il y a un petit côté Walking Dead. Je trouve les dessins de Gabriel Walta ils collent parfaitement la nature, l'ambiance mystérieuse du récit. C'est vraiment un comics d'ambiance pour le moment. Donc pour le pitch, en gros, on va suivre au départ 2 protagonistes, Dom et Birdie, qui vont avoir un accident de la route. Dom est un chauffeur de poids lourd, et Birdie était passagère dans un véhicule. Et il s'avère que suite à cet accident, ils vont voir un artefact au milieu de la route, et ils vont le toucher tous les deux. Et cet artefact va leur faire changer de dimension. Et le mystère là va s'ouvrir, ils vont rencontrer quelqu'un qui va les missionner pour ramener cet objet, cet artefact à un certain endroit. Et puis c'est parti pour un road trip où on va voir que ces 2 personnages sont un petit peu des fracassés de la vie, avec beaucoup de traumas familiaux. Et c'est fantastique, c'est une ambiance très mystérieuse, un côté un peu horrifique. Et ça marche vraiment du tonnerre pour ces 10 premiers numéros. Et j'ai hâte de lire la suite de cette série, donc Phantom Road chez Panini Comics. Donc là, les 2 premiers volumes sont déjà sortis cette année.
donc qui est 16e de mon top. Ensuite, on va passer à la 15e place. Donc, c'est la série World's Finest, une série qui est en cours de publication, encore même aux États-Unis. Et là, on a eu plusieurs volumes cette année. C'était déjà une excellente lecture pour moi en 2023. Et ça, le reste, c'est de Mark Waid au scénario et Dan Mora au dessin. Et donc, on va suivre Batman et Superman au début de leur rencontre, au début de leurs aventures. Et c'est une série très bonbon sucré, où c'est une lecture super-héroïque, où même si on n'est pas habitué à ce genre, eh bien on peut rentrer dedans parce que Mark Waid nous tient la main. C'est adapté aux néophytes et également aux lecteurs un peu plus expérimentés parce que Mark Waid connaît la continuité d'ici sur le bout de ses doigts et donc il nous fait des références à des personnages en plus anciens et à des événements dans d'autres séries. Et donc c'est vraiment une série qui est idéale pour tout public. Je trouve les dessins de Dan Mora excellents. C'est vraiment l'atout fort de cette série. C'est Dan Mora qui progresse d'année en année. Euh, et franchement, c'est une série qui est un petit bonbon pour moi à chaque volume. Il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a de la camaraderie entre Batman et Superman. Et puis on a tout le lore de DC qui est présent et ça c'est vraiment génial. Voilà pour ce Batman Superman World's Finest qui est pour moi la meilleure série super-héroïque à l'heure actuelle. Donc là on en est au quatrième volume en France et le cinquième devrait sortir sous peu, début d'année 2025. Donc chez Urban Comics. Ensuite, on va rester toujours au rayon super-héroïque pour le 14e. C'est Batman First Night de Dan Jurgens et Mike Perkins. Donc chez Urban Comics, DC Black Label. Donc ça, c'est un récit complet sur le personnage de Batman. Et on va aller aux origines du personnage de Batman. Donc dans les années 30, à son année de création, donc en 1939, avant la Deuxième Guerre mondiale. Et on va découvrir un Batman débutant, sans Alfred. Et dans cette époque-là, où on sent quand même beaucoup de changements au niveau géopolitique dû à la Seconde Guerre mondiale, on va voir dans ce Gotham City, qui n'est pas encore le Gotham City qu'on connaît, hyper sombre avec tous les méchants qui existent. On va voir un Batman très détective, qui va devoir enquêter sur une affaire très sombre où des morts redeviennent vivants sous l'impulsion d'expérience d'un docteur dans la prison d'Arkham, dans l'asile d'Arkham plus précisément. Et c'est vraiment un Batman comme j'aime, un Batman détective, et avec cette ambiance des années 30 qui marche vraiment bien, et puis les dessins de Mike Perkins, qui sont vraiment aux petits oignons. J'ai adoré l'ambiance de ce récit, j'ai adoré les illustrations, et c'est vraiment du Batman comme j'aime, du Batman terre à terre, pas avec 25 millions de gadgets, et c'est vraiment excellent, et dans ce contexte en plus des années 30, avec la crise économique, etc., ça fonctionne du tonnerre. Donc Batman First Night, ça arrive 15e de mon top. Alors 14e plutôt de mon top. Et donc le 13e de mon top 2024, c'est World Tree de James Tynion IV et Jordi Belair à la colorisation et également Fernando Blanco au dessin. Donc ça c'est le premier volume d'une série en cours. Et là on est dans un techno-thriller, on va rencontrer un personnage au départ qui ressemblerait un petit peu à un Steve Jobs, un ingénieur informatique richissime, et qui a vécu 20 ans auparavant une crise majeure avec ses camarades, ses amis, qui ont dû combattre un virus qui venait d'un forum caché dans le dark web et qui s'appelait World Tree. Et ce virus avait cette particularité de donner envie aux personnes qui visualisaient ces pages de tuer des centaines de personnes, d'effectuer des tueries de masse. Donc ça a fait référence bien sûr à des événements aux États-Unis qu'on voit régulièrement. Et dans ce techno-thriller, on va voir cette équipe se remonter pour combattre à nouveau ce virus qui est réapparu, et des tueries de masse réapparaissent aux États-Unis à cause de cela.
Et donc c'est vraiment un thriller, un techno-thriller hyper efficace, avec un rythme très nerveux, un rythme assez haletant. Moi j'ai adoré. Au niveau de la dynamique, on se rapproche un petit peu de Nice House on the Lake avec cette équipe d'amis. Voilà, c'est très... James Tynion Force sait bien faire ça. Au niveau des personnages, il y a vraiment une très belle dynamique. Il y a des références bien sûr à Stephen King, à plein de récits de ces genres-là. Et franchement, ça marche du tonnerre pour ce premier volume. Euh, il y a pas mal de mystères. Il y a aussi pas mal de révélations concernant un petit peu la représentation humaine de ce virus-là, qui est cette femme qui se balade toujours toute nue. Voilà, au dessin, c'est très costaud. Blanco, j'aime beaucoup. Et puis à la fin, à la conclusion, on a vraiment les dés qui sont euh, renouvelés parce qu'on a fait un saut dans le temps. Et hâte vraiment de lire la suite de ce récit de James Tynion Force, World Tree, sorti chez Urban Comics. J'ai passé vraiment un très bon moment avec cette lecture qui arrive donc 13e de mon top. On va passer au 12e, donc qui est Avengers Twilight, le crépuscule des héros, donc un récit complet chez Marvel, avec Chip Zdarsky au scénario et Daniel Acuna au dessin. Donc ça, c'est un récit que j'avais pas vu venir, et c'est une série qui a beaucoup de références. On peut parler de The Dark Knight Returns de Frank Miller, de Kingdom Come de Mark Waid et Alex Ross. Également, moi j'ai vu un peu de The Boys dedans. Voilà, il y a beaucoup de références à pas mal d'histoires, et Chip Zdarsky a pris son checker, a mélangé toutes ses influences. Il nous sort un récit sur les Avengers, des Avengers qui sont vieillissants, et on va se concentrer surtout sur un personnage qui est Captain America. Captain America, il a pris sa retraite. Tous les Avengers finalement sont soit morts ou sont soit grabataires. Et c'est dû à une journée, à un événement qui a eu lieu, c'est le jour H, où Hulk est devenu complètement fou sous l'emprise donc de Ultron, et qui a tué des milliers de civils. Et suite à cela, eh bien, les Avengers ont été démantelés. Et le gouvernement a mis en place des nouveaux Avengers, beaucoup moins portés sur les valeurs qu'avaient les précédents. Et puis Captain America ne sera plus Captain America, mais un événement va faire que il va remettre son costume, et son bouclier. C'est que il va, suite à un documentaire, voir que le crâne rouge va être réhabilité. Son ennemi de toujours, aurait été quelqu'un qui aurait pu arrêter Hitler. Il avait la volonté d'arrêter Hitler, selon la version des médias. Et donc ça va vraiment lui faire péter un plomb, et il va se réinjecter du super sérum et redevenir Captain America, et remonter une équipe d'Avengers pour lutter contre le pouvoir en place. Le pouvoir en place qui est un président, mais qui est administré par un puissant mania de la finance, qui n'est rien d'autre que le nouveau président de Stark Industries, qui est le frère de Jarvis. Et on va voir le fils de Tony Stark et de la Guêpe dans ce récit. On va voir plusieurs super-héros, Miss Marvel, Thor, Iron Man, l'ancien, et également des nouveaux Avengers. Et franchement, c'est hyper intelligent comme récit. Il y a vraiment une profondeur de réflexion très intéressante sur la manipulation de masse. Et c'est très efficace. C'est en 6 numéros qui sont un peu plus grands que d'habitude. Il y a plus que 22 pages. Et Daniel Acuna au dessin, vraiment très bon. Je ne le connaissais pas. Et c'est vraiment un récit qui, moi, m'a beaucoup marqué par ses thématiques, et comme quoi les super-héros, même Marvel pour le cas, si on utilise un angle nouveau, des codes un peu plus de nos jours, et puis des thématiques actuelles, ça fonctionne du tonnerre. C'est hyper efficace, et moi j'ai beaucoup apprécié.
Bien sûr, ça pousse à la réflexion aussi également sur des choses qu'on peut vivre dans nos sociétés occidentales, et ça c'est vraiment très intéressant. Donc ça je vous le conseille, et puis ça arrive 12e de mon top, donc Avengers Twilight. On va arriver à la 11e place, et c'est Transformers de Daniel Warren Johnson et Mike Spicer. Alors, je mets en valeur le tome de Transformers, mais via ce tome-là, je mets en valeur également l'Energon Universe, donc qui a débuté en 2024 et qui, par le biais de cette série Transformers, mais également Void Rivals de Robert Kirkman et Lorenzo De Felici, et les mini-séries également Duke et Cobra Commander, c'est vraiment un univers qui se lance sur cet univers Transformers G.I. Joe. Et moi, je ne connaissais pas du tout cet univers, et j'ai été pris par la main par Robert Kirkman et ses camarades. Et Transformers, pour moi, est la meilleure série de ce début d'univers. Bien sûr, c'est Daniel Warren Johnson au scénario et au dessin, qui est un grand fan de Transformers. Moi, j'ai adoré cette histoire, qui est vraiment un actionneur pur, où il va y avoir quand même pas mal d'émotions. Et j'ai trouvé le plus intéressant, c'était le fait que des humains sur Terre doivent combattre des robots géants, des Transformers qui sont hyper puissants. Et on voit quand même que le combat, il est vraiment perdu d'avance. Et c'est intéressant les réflexions qui sont apportées par même les Transformers qui vont avoir une part d'humanité, en particulier Optimus Prime. Donc c'est vraiment Daniel Warren Johnson, comme à son habitude, les dessins sont vraiment le point fort. Alors ça peut diviser, mais pour moi ça me touche toujours, les dessins de Daniel Warren Johnson. Et c'est une histoire qui va à 100 à l'heure, hyper efficace. Et c'est peut-être pas l'un des meilleurs travaux de l'auteur, mais moi j'ai adoré. Ça m'a donné envie de découvrir la suite et puis de m'intéresser même aux Transformers. Voilà, donc c'est dans tout un lore, hein, bien sûr. Je ne vais pas vous donner en détail l'histoire de l'Energon Universe depuis son lancement, mais il faut savoir que les Transformers sont arrivés sur Terre, étaient endormis sur Terre, ils ont été réveillés, ils ont besoin d'un certain type d'énergie pour pouvoir vivre, et cette énergie est rare, et sur Terre, voilà, il y a d'autres ennemis des Transformers qui ont besoin de cette énergie, qui sont les Decepticons. Et on va voir que cette guerre va avoir lieu entre ces deux types de robots. Et puis que les humains au milieu vont devoir subir ça. Donc c'est hyper intéressant. Et franchement, beaucoup aimé ce premier tome de Transformers de Daniel Warren Johnson et Mike Spicer chez Urban Comics. Également, donc pour la 10e place, c'est une série qui a débuté en 2024, c'est Kaya, de Wes Craig au scénario et au dessin. Donc Kaya, qui est une série indé, et qui va être dans un univers très fantastique, avec un soupçon de science-fiction, et qui va être centré vraiment sur un duo, qui est un duo frère-sœur, avec Kaya, donc, qui est cette jeune fille, et le jeune homme, Vin, qui est une sorte d'élu. Alors, ce garçon, depuis tout petit, on lui a mis dans la tête que c'est lui qui allait sauver l'humanité. Parce que ce monde a été détruit par des robots. Et que lui, il avait les pouvoirs pour changer les choses et puis mettre fin à la domination des robots. Et donc, Kaya va se donner comme mission, on va lui donner comme mission de défendre son petit frère et de l'emmener à un certain endroit pour être protégé. Et on va voir ce road trip entre ces deux-là, où ils vont aller au gré des rencontres entre des personnes, des amis qui vont se faire. Donc il y a une faune et une flore très très riches, c'est très très beau. Beaucoup de reptiles. Et puis il y a, je trouve le dessin de Wes Craig assez fameux, avec la colorisation de Jason Wardy. C'est très dynamique, c'est très rafraîchissant comme récit. Il y a une histoire vraiment frère-sœur, une dynamique très intéressante. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce début de série. Donc là, il y a 2 tomes qui sont sortis cette année. C'est pour tout public, hein, ça peut être aussi pour les enfants ou pour les adultes.
Et c'est vraiment du tout bon, en tout cas, sur ce début de série. Moi, j'ai beaucoup apprécié. On change, voilà, beaucoup d'ambiance, que ça soit la journée, la nuit, dans la forêt. Voilà pour Kaya, donc qui arrive 10e de mon top, qui rentre dans le top 10. Donc hâte de découvrir la suite également de cette série. Ensuite, on va passer au 9e, qui est Mobilis, ma vie avec le capitaine Nemo, de Juniba au scénario et au dessin, sorti chez Bayard Jeunesse. Donc ça, c'est un récit jeunesse, inspiré du roman de Jules Verne, et on met à la sauce Juniba. On va voir donc dans un futur post-apocalyptique, donc la Terre n'est plus, suite bien au réchauffement climatique, toutes les terres habitables ont été inondées. Et donc c'est la fin du monde, c'est la fin des temps, seulement il y a des survivants, et une partie de ces survivants se trouve sur le Nautilus, donc le bateau de Nemo qui est le capitaine. Et ils vont retrouver une jeune fille abandonnée qui s'appelle Arona. Et donc on va vivre l'acclimatation d'Arona dans ce sous-marin, la rencontre avec le capitaine Nemo et également de son assistant, un robot. Et on va voir petit à petit que Arona et Nemo vont apprendre à se connaître. Nemo va lui faire son éducation. Et il y a une relation père-fille qui va se créer. Et on va voir que Nemo n'a pas eu une vie facile précédemment. On sent qu'il est traumatisé, qu'il est vraiment très sanguin quelquefois, qu'il a des réactions très particulières. Arona ne comprend pas tout le temps pourquoi il se met en colère. Et on va voir pourquoi. Et c'est vraiment une histoire de résilience pour ce personnage Nemo, et également une très belle histoire d'héritage que Nemo va laisser à Arona. C'est vraiment une histoire qui fait du bien. Et puis au niveau graphique, Juniba, moi je trouve que c'est d'une créativité folle. Et il nous en met plein la vue à chaque page, à chaque double planche. Il se fait plaisir dans cet univers marin et également dans le sous-marin. Et c'est une histoire vraiment très belle, très jolie, que ce Mobilis, ma vie avec le capitaine Nemo, chez Bayard Jeunesse. Alors, 8e de mon top, c'est Sacrifice de Rick Remender et Max Fiumara. Donc c'est le tome 1 sorti chez Urban Comics dans ce grand format Urban. Donc Rick Remender, c'est un scénariste que j'aime bien et j'ai adoré Sacrifice. C'est une histoire fantasy, mais avec un point de vue très contemporain. Donc on va voir au début de cette histoire, dans une famille qui sont des petits oisillons bleus, des petits oiseaux bleus, eh bien l'un des fils de cette famille qui est enfermé dans une ferme. Et on va vite comprendre que cet enfant, il va être sacrifié parce que dans ce monde, eh bien chaque famille se doit d'avoir un enfant à sacrifier, car à chaque période, je ne sais plus, c'est plusieurs années, hein, il y a un jour particulier où chaque enfant sacrifié doit être récupéré. Et puis, ce sacrifice permet aux dieux, parce que c'est un monde où il y a des dieux, bien de se repaître de leur sang. Voilà, pour qu'ils puissent vivre plus longtemps. Et donc, c'est une histoire qui a un côté très mignon quand on voit ces oiseaux, mais c'est très dur, c'est assez radical. Et c'est une histoire qui parle également d'un pouvoir en place qui a le droit de vie ou de mort sur ses concitoyens, de déités qui n'ont aucun respect pour les humains. Et il y a un côté aussi un petit peu révolutionnaire, parce qu'on va voir que certains de ces sacrifiés ne vont pas se laisser faire. Et c'est vraiment très intéressant. Et au niveau des planches, Max Fiumara, c'est juste admirable. Et surtout dans ce grand format, on y apprécie encore plus. Donc moi j'ai adoré ce récit. Quand j'ai terminé ce volume, je me suis dit mais il faut que je lise la suite, mais rapidement, parce que c'est vraiment très bon. Et puis on finit sur un cliffhanger qui est assez fameux.
Donc vraiment très bon. Un univers fantasy excellent et voilà les dessins de Max Mara également. Donc une histoire que j'ai beaucoup aimée. Donc Sacrifice qui arrive huitième de mon top. Septième de mon top, c'est la mini-série, on peut dire, maxi-série, New Burn. Donc il y a eu 12 numéros, ou 16 numéros plutôt, donc 2 tomes, ça s'est terminé cette année. Et donc c'est de Chip Zdarsky au scénario et Jacob Phillips, donc le fils de John Phillips, au dessin. Et cette série, j'avais adoré le premier tome. Et là, j'ai eu la conclusion donc avec ce volume et c'était vraiment une excellente conclusion, j'ai trouvé. C'est vraiment un polar pur. On va suivre un détective privé qui s'appelle Newburn et qui lui est entre la mafia, la police. Il est vraiment un piston et il sait tout finalement parce qu'il travaille avec les deux côtés de la médaille. Et il est hyper intelligent et on va voir que dans ce deuxième tome, il va avoir des difficultés et finalement le château de cartes va s'écrouler pour lui et il va devoir trouver les ressources et les solutions pour se protéger et également protéger les proches qu'il a. C'est un polar noir hyper efficace. Moi j'ai beaucoup aimé la caractérisation des personnages. Euh, Vraiment une excellente série. J'aurais aimé en avoir plus parce que je trouvais que ben, c'était un peu court au final. Et moi qui suis de plus en plus fan de polar, ben, j'ai vraiment trouvé mon compte dans cette série. Et je trouve que Chibzarsky, c'est un genre qui lui va bien. Donc il y a un petit mélange, des petites inspirations, des sopranos et de Breaking Bad aussi d'un côté. Et vraiment très bon ce tome de New Burn, la conclusion. Donc c'est en 2 volumes. Voilà, c'est une série complète et vous pouvez avoir. Et je trouve que c'est pas trop cher quoi pour les 2 volumes. Et vous avez vraiment une série de polar très très bonne. Ensuite, on va passer à une série terminée cette année. Donc c'est le sixième de mon top. C'est Friday, d'Ed Brubaker. Marcos Martin au dessin et Mounsa Vincente à la colorisation. Donc Ed Brubaker, un scénariste que j'ai l'habitude de lire, que j'aime beaucoup, et qui là, j'ai trouvé, avait fait un pas de côté par rapport à ses polars habituels, avec Friday, qui est plus une série young adult. Et j'avais lu le premier tome, et le deuxième, et le troisième est sorti cette année, donc on a eu la conclusion. Et j'ai trouvé cette série vraiment rafraîchissante d'un point de vue du scénariste, parce qu'on, j'avais pas l'habitude de le voir sous cet angle-là, très ingénieuse, parce qu'il y a beaucoup de retournements de situation, beaucoup de twists, et également de cliffhanger à chaque fin de tome. Et, et là, quand j'ai lu le troisième tome, finalement, eh bien, ça m'a donné envie de relire les 2 précédents parce que il avait un plan dès le premier tome, parce qu'il utilise des. Ce qui est particulier, c'est que ça démarre comme une petite enquête de quartier avec un petit peu de fantastique, mais finalement, on va avoir des concepts de science-fiction qui vont s'y mêler. Et puis il y a ce côté très humain également, parce qu'on va suivre 2 personnages en particulier, donc Friday et Fitzgerald, donc, qui sont deux jeunes, hein, 2 jeunes adultes, et qui sont des enquêteurs. Et on va voir qu'il y a beaucoup de mystères dans cette série, et moi j'ai beaucoup aimé également le dessin de Marcos Martin qui colle parfaitement à cette ambiance-là. C'est vraiment génial. Dans ce petit village de Kings Hill, donc c'est Lancelot Jones, pardon, le personnage, c'est pas. C'est Lancelot Jones, ce jeune homme. J'ai vraiment adoré. Ça arrive sixième de mon top. C'est une excellente série. Et c'est un Ed Brubaker qui se renouvelle. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, on va passer à du Jeff Lemire et c'est Les Éphémères. Donc sorti en 2 volumes chez Futuropolis. Donc on a eu la conclusion cette année. Donc super récit. Un récit où Jeff Lemire est au scénario et au dessin. C'est là où je le préfère, dans ces récits intimistes. Et là, cette histoire va nous présenter au départ un drame parce que un jeune homme, par rapport à un bizutage, va devoir aller dans une petite épicerie, mais
il y a dans cette ville du Canada des nuées de moucherons qui s'appellent les éphémères. Et donc, c'est des insectes qui sont près d'un... Voilà, parce qu'il y a de la proximité d'un lac. Et ces insectes sont là pour quelques jours. Ils ne vivent que quelques jours et ils meurent. Et bon, ils tapissent les rues de ce village. Et donc, il va devoir marcher sur ces éphémères pour aller à l'épicerie sous ce bizutage. Mais il va lui arriver un drame. Il va se prendre une balle car l'épicerie était en plein braquage. Et l'homme, donc le voleur, va fuir, blessé également, et va trouver refuge dans un petit... dans une ferme, et blessé, il va être soigné par la jeune fille qui est présente ici, qui s'appelle Franny. Et c'est une petite fille un peu paumée, un peu perdue, qui est moquée à l'école. Et on va voir une amitié très particulière qui va naître entre les deux, entre ce criminel et cette jeune Franny. Et on va voir que ce criminel, ben, finalement, suite à sa blessure, va se transformer. Et va se transformer en monstre, en éphémère géant, comme on le voit sur la couverture, et qui est doté d'une puissance folle. Et ces deux-là font fuir parce que la police les recherche, et en particulier le tueur. Et c'est vraiment un road trip hyper intéressant, hyper émouvant, entre ces deux personnages qui n'ont rien à voir. Alors, peut-être si, parce que c'est des personnes qui sont complètement à l'écart de la société, qui se retrouvent dans cet isolement tous les deux. Et c'est un Jeff Lemire que j'aime quand il est au scénario, au dessin, parce que je trouve que c'est là où il fait preuve du plus d'émotion. Alors bien sûr, on y retrouve des thématiques habituelles avec lui, mais ce récit, je trouve qu'il sort même un petit peu des thématiques qu'il a habituellement. Là, on est plutôt sur la différence et sur l'amitié entre deux personnages qui n'ont vraiment rien à voir. La conclusion part un peu plus sur du fantastique dans le deuxième volume, mais qui n'est pas pour me déplaire. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette série Les Éphémères, qui en fait pour moi l'une des meilleures lectures de 2024, qui arrive donc 5e de mon top. C'est en 2 volumes chez Futuropolis. Et on arrive donc bientôt au trio de tête, et pour le moment c'est le 4e. C'est Là où gisait le corps de Ed Brubaker au scénario et Sean Phillips au dessin. C'est un duo que j'adore, je suis un fanboy, voilà, c'est bon à savoir. Et pour le coup, Là où gisait le corps, j'avais été un peu déçu du récit précédent, Night Fever. Et là où gisait le corps, j'ai vraiment adoré. C'est une enquête qui se déroule, alors c'est pas vraiment une enquête, c'est plutôt un fait divers qui va se dérouler dans un lotissement, et on va voir plusieurs personnages. C'est une sorte de whodunit, de Cluedo géant, pour savoir qui a tué la personne dans ce petit lotissement. Et donc on va avoir vraiment des portraits de personnages hyper bien caractérisés. Ça c'est vraiment le point fort d'Ed Brubaker. Et on va voir les différentes relations et finalement les liens de cause à effet entre un micro-événement qui peut se dérouler dans un coin du lotissement et tout ce que ça va engendrer dans la vie de certains personnages. C'est assez riche, je trouve que Sean Phillips, la colorisation, elle est excellente, c'est son fils qui l'a fait, Jacob. Et c'est un Ed Brubaker, Sean Phillips un peu différent de ce qu'ils font d'habitude. Je trouve que dans cette habitude maintenant qu'ils ont de sortir des récits complets, eh bien sûr, ils sont limités par le nombre de numéros, mais ils arrivent quand même à sortir des récits complets très intéressants. La Maison des Impies avait une conclusion un petit peu bâclée pour moi, mais là où gisait le corps apporte des réflexions également sur la nostalgie, la mélancolie, de ces moments hyper importants quand on est jeune et hyper formateurs, et de ces souvenirs qu'on n'oublie pas. Et ça parle de ça aussi, donc sous le prétexte de cette enquête dans ce lotissement qui finalement arrive à la fin, il y a toute une réflexion sur les souvenirs qu'on a et le fait que ces moments qu'on a vécus ont été hyper formateurs pour nous, nos premières expériences amoureuses, etc. etc. Donc c'est hyper bon et moi j'ai beaucoup apprécié Là où gisait le corps. Et puis un récit d'Ed Brubaker, mais pour moi c'est toujours un événement.
même s'il y a des hauts et des bas, mais là, pour le coup, là où je disais le corps, pour moi, c'est dans le haut du panier de leur création. Ensuite, on va passer au troisième de mon top, et c'est The Good Asian de... Alors, je vais faire attention à la prononciation du scénariste, c'est Pornsak Pichetshot, et au dessin, on va retrouver Alexandre Tefenkgi, à la colorisation Lee Lofrich. Donc ça, c'est sorti chez Comics Initiative. Donc là, on est dans un polar noir qui se passe en 1936. Et on va avoir un contexte particulier, c'est le fait qu'à l'époque, les Chinois avaient interdiction de rentrer dans le territoire américain. Suite à des événements, donc bien sûr la crise économique, il y a eu également des drames, des meurtres, des rixes, qui ont fait que le gouvernement américain a décidé d'interdire l'entrée au territoire aux Chinois, et puis également ça va avoir des conséquences sur les Chinois qui vivent déjà sur le territoire américain. Et on va donc dans le San Francisco de l'époque, dans le quartier de Chinatown, rencontrer un personnage qui s'appelle Edison Ark, qui est un détective sino-américain, et qui a été adopté par un richissime chef d'entreprise de la Floride qui s'appelle Carraway, donc son prénom je ne sais plus, mais qui est un mania de la finance. Et donc cet Edison Ark, lui, il devient inspecteur quand il devient adulte, et il va travailler donc à San Francisco sur le quartier de Chinatown. Donc il va vivre, lui dans sa brigade étant le seul chinois, le seul sino-américain, il va vivre la vision des Chinois qui sont ostracisés, qui sont violemment repris par la police, souvent pour des motifs fallacieux. Et on va voir que ce monde-là, cette époque-là, était hyper raciste envers la communauté chinoise. Et donc dans ce contexte-là, on va avoir un polar hyper maîtrisé, hyper sombre, avec beaucoup... c'est une enquête vraiment à tiroir, parce qu'on va avoir une enquête très personnelle pour notre protagoniste Edison Ark, qui va être lié à sa famille, et également une enquête de plus grande échelle pour le quartier de Chinatown et la ville de San Francisco en particulier. Et tout va s'imbriquer au fur et à mesure de l'histoire, même si quelquefois c'est un peu nébuleux, on retombe sur ses pattes, mais c'est aussi le charme parce que c'est vraiment une narration comme un roman polar classique qu'on a pu connaître, comme les histoires de James Ellroy, etc. Donc c'est un peu exigeant, mais c'est aussi le but recherché, c'est de nous désarçonner et puis de retomber sur nos pattes en conclusion. Donc c'est un polar hyper maîtrisé et également avec un contexte méconnu sur l'immigration américaine durant les années 30. Et puis le graphisme d'Alexandre Tefenkgi, il est juste fameux. Il est juste... moi j'ai trouvé avec des inspirations à la Darwin Cook, à la Chris Samney, et qui moi me touche vraiment au fond du cœur. J'ai adoré ce récit. Et vraiment, The Good Asian, pour moi, c'est le meilleur polar de l'année et c'est l'un des meilleurs récits comics de l'année. Donc, il a eu un Eisner Awards, il a eu également un Harvey Award. C'est un récit qui a beaucoup marqué aux États-Unis. Bien sûr, parce qu'ils... Peut-être que cette histoire n'était pas connue par les Américains, la jeune génération d'Américains, mais c'est toujours bon d'avoir des piqûres de rappel. Et on a également un carnet historique hyper riche qui nous permet de connaître un peu plus les grandes lignes de l'histoire de l'immigration américaine et qui est assez troublant. Et qui fait bien sûr, cette lecture fait bien sûr référence à des éléments, à des événements contemporains, que ce soit en France ou dans d'autres pays où on voit que l'ostracisation, la xénophobie redeviennent à la mode. Et il faut toujours être prudent par rapport à cela. Donc The Good Asian, pour moi, c'est l'une des meilleures lectures de l'année, donc je vous le recommande fortement. Il arrive 3e. Également en 2e, on va retrouver Comics Initiative avec Mindset de Zach Kaplan au scénario. Et au dessin, on va retrouver donc John Pearson à l'illustration. Donc Mindset, pour moi, ça a été une énorme claque. Donc c'est une histoire qui
également à des thématiques contemporaines. Et là, on va plutôt partir sur le monde des technologies, de l'intelligence artificielle. On va rencontrer un personnage qui est un jeune homme et qui souhaite rentrer dans l'une des plus grandes boîtes du numérique à la Silicon Valley et qui, lui, a une idée, un concept, c'est de créer une application qui permet aux gens de se désintoxiquer des algorithmes des réseaux sociaux, type Facebook, type Twitter, X ou Instagram, etc. De les faire redevenir un peu plus libres dans leur façon de réfléchir, leur façon d'être plus ouverts, et puis de leur permettre également s'ils ont une idée, s'ils ont une volonté, d'y croire et de la faire, de leur redonner confiance en eux. Il a un concept d'application de ce type-là. Alors, il se voit refuser des plus grandes entreprises et puis finalement, dans un labo avec certains camarades, ils vont faire des expérimentations et ils vont voir que le fait de lier un faisceau lumineux plus la vision d'une application permet de manipuler l'esprit de quelqu'un et de le faire redevenir plus libre par rapport aux algorithmes et plus libre dans sa vie, qu'il ait plus confiance en lui et de réaliser ses rêves au final, changer son mindset. Et donc c'est vraiment très novateur comme concept et très contemporain. Le dessin aussi de John Pearson apporte beaucoup à la nature de ce récit. Je trouve que ça colle parfaitement. Il a un style un peu à la Bill Sienkiewicz qui marche du tonnerre. Bill Sienkiewicz qui ne fait pas la couverture, c'est David Mack. Et ça c'est la version collector pour le coup. Hein. C'est un tirage limité, mais c'est une autre cover dans le commerce. Et franchement, c'est un récit qui, moi, m'a retourné. Et bien sûr, apporte des réflexions sur ces sujets sociétaux, mais qui vont être de plus en plus présents. C'est l'intelligence artificielle, jusqu'où ça peut aller, et également cette façon que les algorithmes ont des prises sur nous, alors des algorithmes d'application, mais également les médias, qui ont une tendance à manipuler l'opinion. Donc ça parle de tous ces sujets-là, de l'influence, alors de l'influence pour la publicité, mais de l'influence d'opinion également. Et c'est un récit vraiment très fort, très costaud, et qui vise juste dans notre époque. C'est un récit de science-fiction, mais qui sera peut-être dans 5 ans, 10 ans, un récit d'actualité. Donc, Mindset, chez Comics Initiative, excellent travail de Zach Kaplan et ça me donne envie également de suivre ce scénariste. J'espère qu'on pourra découvrir d'autres œuvres de ce scénariste en version française prochainement. Voilà pour le deuxième. Donc là, on arrive bientôt au premier. Merci d'être toujours présent. Et je vais faire pêle-mêle quelques petites mentions honorables. Je vais vous mettre les petites couvertures à droite, mais je pense à Pirate Queen chez Bliss Edition, que j'ai beaucoup apprécié, une histoire de piraterie avec la jeune Monday, mère de famille, enceinte, qui doit lutter pour se venger d'un capitaine qui a tué son mari. Donc j'ai passé un très bon moment. Chez Bliss Edition également, L'œil d'Odin. Excellente lecture avec Thomas Giurello au dessin, vraiment fameux sur le côté graphique, même si la conclusion peut être un peu décevante parce qu'on s'attend à une suite. Je pense également à Dawn Runner chez iComics, iGraphics, que j'ai beaucoup apprécié. Chez 404, pas mal de récits que j'ai beaucoup aimé. Âme augmentée, Judas, Arca. Voilà, et puis je crois que j'ai fait le tour de mes mentions honorables. Mais il y a eu vraiment beaucoup d'excellentes lectures en 2024. Je peux penser également à Cosmic Detective, qui est une dernière lecture que j'ai eue récemment, que j'ai beaucoup aimé, de Jeff Lemire Mankite au scénario et surtout avec les dessins de David Rubin. C'est vraiment une expérience graphique majeure et un scénario un peu fou et qui marche du tonnerre, inspiré de Jack Kirby et de ses New Gods. Et également à d'Astra in Africa de Barry Windsor Smith, qui est vraiment l'une des claques graphiques de cette année.
Voilà un petit peu, pêle-mêle, des mentions honorables qui n'ont pas pu rentrer dans le top 20, mais qui m'ont quand même marqué sur cette année 2024, et j'en oublie. Et pour terminer, donc le top 1 de l'année 2024, c'est une œuvre mais qui, je pense, a plu à énormément de monde, et je comprends pourquoi. C'est Haut dedans de Will MacPhail chez 404 Graphiques. Donc c'est l'un des récits qui est sorti, je crois, en janvier, en début d'année. Et dans mon esprit, dès la lecture, dès la fin de ma première lecture de ce récit, je savais, ou par énorme surprise, que c'était mon top 1. Parce qu'il m'a extrêmement touché. Par ces thématiques qui sont très contemporaines également, et là on est plus dans l'intimiste, dans l'intime et dans l'humain. Donc on va rencontrer ce jeune homme qui s'appelle Nick, qui est un jeune citadin illustrateur, mais qui pourrait, voilà, on pourrait penser que c'est même l'auteur, une inspiration de lui-même pour l'auteur, et qui lui est fan de café, etc., et qui a un petit peu de mal à rentrer en contact avec les gens de manière non superficielle. Il en a un petit peu marre que les discussions tournent autour de la météo ou de l'actualité. Il cherche des relations plus profondes, plus intimistes avec les gens, rentrer dans une vraie relation, un vrai échange. Et puis, il s'exerce à le faire, il fait des tests, et puis il a une révélation quand il rencontre un plombier et qui s'ouvre à lui, et il va voir qu'en retour, ce plombier va s'ouvrir également à lui, et va raconter un petit peu les choses qui le touchent le plus au moment de leur discussion. Et c'est vraiment un récit d'une profondeur, d'une émotion, d'une sensibilité hyper forte. Ce dessin également de Will MacPhail, qui est dans la majorité des cas en noir et blanc, bien, on va voir que ça va s'illuminer, on va avoir des pages de couleurs qui sont magnifiques lorsqu'il va avoir ces contacts hyper intenses et qu'il va rencontrer, donc il va rentrer en relation profonde avec les personnes qu'il croise. Donc c'est juste excellent. C'est un récit qui parle beaucoup de nous, de notre époque, de cette tendance à l'individualisme, et qui permet de se dire qu'on est à peu près tous pareils. Au fond, on a tous les mêmes besoins vitaux, les mêmes besoins en général, bien entendu, et que le besoin de vivre en société, de vivre ensemble, eh bien, fait partie de cela. Et on a tendance à le perdre. Il y a eu la période Covid qui ne nous a pas aidés. Et c'est vrai que c'est un récit qui tombe au bon moment, parce qu'on sort de cette période un peu compliquée, et que finalement, l'humain, ce n'est pas l'humain ne peut pas vivre seul, et ne peut vivre que avec l'aide de ses congénères. Voilà, avec ces magnifiques planches, comme je vous l'ai dit, de couleurs, et puis c'est dans une magnifique édition, toujours chez 404. Et je suis content qu'il rencontre le succès mérité, parce qu'il le mérite amplement. C'est un récit d'utilité publique, et il arrive premier de mon top 2024. Voilà pour mon classement de cette année, donc avec beaucoup de récits marquants cette année. J'ai trouvé qu'il y avait une diversité folle, que ce soit dans tous les genres, le super-héroïque, le polar, la science-fiction, la fantasy, le fantastique, des récits plus intimistes, et une très belle année. J'espère que l'année 2025 sera encore meilleure. Vous voyez que dans le top 3, il y a du 404 et du Comics Initiative, c'est pas par hasard. Je pense que aussi on est à un carrefour où le comics, en quelque sorte, va mourir, mais la bande dessinée américaine va renaître de ses cendres, et encore plus beau, et plus attractif peut-être pour d'autres lecteurs qui viennent d'autres genres, parce que moi je pense que la bande dessinée américaine n'a rien
n'a envié à d'autres types de bandes dessinées et qu'il peut y avoir des histoires aussi variées et diverses que d'autres types de BD, que ce soit le manga ou la bande dessinée franco-belge, et que voilà, ce n'est pas que du super-héros, il y a plein de choses à lire, variées, diverses, et franchement, celui qui dit qu'il n'aime pas les comics, je pense qu'il n'a pas été bien guidé, bien conseillé à un moment donné, parce qu'il y en a pour tout le monde. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre petit top à vous, hein. N'hésitez pas, top 3, top 5, top 10, vous êtes libre. La meilleure lecture de votre année, ce que vous pensez de mon top, si on a des points en commun, des goûts en commun, c'est ça qui est intéressant aussi. Ou si vous me dites que mon top, ben, c'est vos pires lectures de l'année, je pourrais le comprendre, tout à fait. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous passez sur la chaîne, et à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, salut!